Alors en quelques mots, le constat c'est celui d'un climat qui continue à changer, un climat qui accumule de l'énergie. Cette accumulation d'énergie, elle se manifeste par un réchauffement de l'air au-dessus des continents, un réchauffement des mers en surface et en profondeur, un recul du manteau neigeux, de la banquise, des glaciers. Donc on observe aussi déjà des conséquences de ce réchauffement du climat. Par exemple, une intensification des vagues de chaleur sur les continents. Dans certaines régions, une augmentation des phénomènes de fortes pluies, les pluies torrentielles. Donc ce changement, il est principalement dû à l'influence de l'homme sur le climat. Donc nos rejets de gaz à effet de serre font monter la teneur de certains gaz dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux. Nos rejets de gaz à effet de serre, ils sont même plus importants que ce que les milieux naturels peuvent absorber. C'est-à-dire que l'océan absorbe à peu près 30% de nos émissions, la végétation et les sols en captent à peu près un quart, et donc chaque année, quasiment la moitié de nos rejets de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, restent dans l'atmosphère, s'accumulent à ce qui avait été ajouté les années d'avant. Les travaux de recherche, ils se font dans des centres de recherche essentiellement publics dans le monde entier. Moi je dis souvent qu'en France, il y a à peu près 1000 chercheurs qui s'intéressent au changement climatique au sens très large, peut-être 20 000, 25 000 dans le monde. Et donc ça fait des milliers de publications scientifiques qui sont très difficiles à suivre, même pour chacun d'entre nous. Et donc il y a un point régulier qui se fait par le GIEC, qui va mobiliser des centaines d'auteurs, des milliers de relecteurs, pour produire 4 gros volumes qui font le point sur le climat qui change. Donc il y a un premier scénario qu'on peut appeler le scénario de laisser-faire, c'est-à-dire on continue à assurer le développement humain, essentiellement en utilisant les énergies fossiles. Et dans ce cas-là, on pourrait encore augmenter, année après année, les rejets de gaz à effet de serre, leur teneur dans l'atmosphère, et on s'attend dans ce cas-là à une accélération du réchauffement et des conséquences qui seraient non plus locales, mais à grande échelle. Puis après, il y a d'autres scénarios, des scénarios où on développe un ensemble de solutions qui permettent de maîtriser les rejets de gaz à effet de serre. Donc il y a le scénario le plus sombre, c'est un scénario où très rapidement, au lieu que ces rejets augmentent année après année, ils se stabilisent et ensuite ils diminuent dans les décennies à venir. Et ce scénario-là, il permettrait d'avoir un réchauffement climatique qui se poursuive à peu près au rythme actuel pendant encore une cinquantaine d'années, et ensuite qui se stabiliserait. On est à quelques semaines du début de la COP21. Sur la table, on connaît déjà les contributions volontaires de plus de 159 pays sur les 196 parties de la Convention climat des Nations Unies. Et sur ces 159 pays, ils représentent près de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience sérieuse, profonde, pour la plupart des pays, des enjeux du changement climatique et puis des leviers qui existent au niveau des gouvernements. Ces engagements volontaires, ils ne sont plus sur le scénario du laisser-faire, où les émissions de gaz à effet de serre augmentent régulièrement. Ils ne sont pas sur une trajectoire de stabilisation ou de baisse, ils sont dans l'entre-deux. Donc ce serait un ralentissement de l'augmentation. Donc pour moi, une COP21 réussie, ce sera un accord universel, ce serait un accord avec des engagements vérifiables, et puis renégocier régulièrement pour que le niveau d'ambition augmente. Et puis aussi l'occasion pour les gens, pour ceux qui regardent, de susciter un intérêt vraiment durable, à la fois sur le changement climatique lui-même, et puis en même temps sur toutes ces solutions qui existent dans tous les secteurs d'activité, parce que la plupart d'entre nous, on a juste envie d'être du côté de ces solutions. Effectivement, le secteur bancaire il joue un rôle extrêmement important parce que les investissements d'aujourd'hui, soit ils nous mettent sur des trajectoires de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on construit par exemple dans des zones inondables, ça on augmente la vulnérabilité, soit ils nous mettent dans des trajectoires plus flexibles, plus adaptables, et surtout des trajectoires qui émettent le moins possible de gaz à effet de serre. Et donc le secteur bancaire il joue un rôle extrêmement important par rapport aux investissements. C'est-à-dire que tous les investissements qui nous bloquent sur une trajectoire intensive en énergie fossile, ils nous éloignent d'une maîtrise de l'évolution du climat.